Bonjour à toutes et à tous. Cette nuit, un accord vieux de 3 mois a craqué en quelques heures. Des dizaines de cibles frappées, un pays qui promet une réponse écrasante, un détroit stratégique qui ne compte plus les jours de trêve, mais les heures avant la prochaine frappe. Pendant ce temps, à Ankara, en Turquie, l'OTAN tient jusqu'à ce soir son sommet le plus attendu de l'année pour afficher son unité devant deux dirigeants qui n'étaient même pas dans la salle. Elle en ressort déjà avec 3 fractures ouvertes, un allié publiquement humilié qui a pourtant sorti son chéquier et un projet à plusieurs dizaines de milliards qui reste à quelques heures de la clôture toujours sans accord. Au même moment, sans se concerter, 2 régions du monde ont pris exactement la même décision, c'est-à-dire cesser d'attendre que la diplomatie règle ce que le béton et l'acier peuvent résoudre eux-mêmes. Des milliards engagés, des kilomètres de tuyaux qui valent aujourd'hui plus cher que des mois de négociations. Et à Paris, une décision de justice attendue depuis des mois vient de rebattre les cartes d'une élection qui aura lieu dans moins d'1 an, et ce, sans lever pour autant la moindre incertitude sur qui sera vraiment sur la ligne de départ. Ce matin, un seul fil relie ces 6 sujets. Partout, des acteurs qui pensaient maîtriser le temps découvrent qu'il vient de changer de camp. Nous allons les décrypter un par un, ensemble, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. 3 mois. 80 cibles, une seule nuit pour tout remettre en jeu. L'accord, signé le 7 avril dernier entre Washington et Téhéran, devait tenir. Il a craqué dans la nuit de mardi à mercredi sous le poids de missiles américains et de drones iraniens dans le fracas simultané de 3 pays du Golfe Persique. Les faits, d'abord, bruts. L'armée américaine a frappé plus de 80 cibles en Iran cette nuit. Défense aérienne, réseau de commandement, radar côtier, capacité anti-navire, plus de 60 embarcations des gardiens de la révolution iranienne réduites au silence. Un responsable américain n'y va pas par 4 chemins, il parle de punition. Et il prévient, je le cite, « ça ne sera pas fini avant un moment », a-t-il ajouté. Un chiffre à lui seul dit l'intention réelle derrière la frappe. Selon un haut responsable cité par le Wall Street Journal, elle a été 4 à 5 fois plus puissante que toute autre riposte lancée depuis le cessez-le-feu. Ce n'est pas une simple représaille, donc c'est un avertissement calibré pour être entendu. Mais Téhéran, depuis 3 mois, ne dormait pas non plus. Missiles et lanceurs récupérés, réparés, remontés, plus de la moitié de son arsenal d'avant-guerre reconstitué selon un responsable américain. L'accord avait été signé avec un Iran à genoux. Il s'applique désormais à un Iran qui s'est relevé. Le point de rupture, c'est la mer. Hier, l'Iran a tiré missiles de croisière et drones sur 3 navires empruntant la route du sud du détroit d'Ormuz, celle-là même que les gardiens de la Révolution avaient menacée noir sur blanc le week-end précédent. Washington a répliqué en coupant net la seule concession économique qui retenait encore Téhéran dans l'accord, la licence de vente légale de pétrole iranien sur le marché mondial, révoquée dans l'heure. Le marché a tranché sans attendre. Le baril de Brent a bondi de 5% à $67 le baril. Téhéran n'a pas absorbé le coup, il l'a renvoyé. Bahreïn et le Koweït sous les sirènes, défense aérienne activée, le corps des gardiens de la révolution iranienne revendique 85 sites militaires américains frappés en retour. Et la menace ne s'arrête pas là. Une réponse écrasante est promise. Le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Khalibaf n'a pas cherché la nuance. Sur X, ex-Twitter, je le cite, l'ère de l'intimidation et de l'extorsion est révolue. Washington répète que le cessez-le-feu tient encore. L'analyste Stephen Collinson, lui, pose la seule question qui compte vraiment. Si l'Iran menace à nouveau la navigation et que l'Amérique frappe à nouveau ses ports, sur quoi repose exactement l'affirmation que cette guerre est terminée ? 3 mois de paix fragile, une nuit pour tout fissurer, 80 cibles d'un côté, 85 de l'autre. Le détroit d'Ormuz, lui, ne compte plus les jours de trêve, il compte les heures avant la prochaine frappe. Cette crise n'attendait pas Ankara pour éclater, mais c'est justement à Ankara, au sommet de l'OTAN, que Trump apprend la nouvelle, au même moment où un autre dirigeant à des milliers de kilomètres du Golfe Persique joue sa propre partie de bluff. Dos au mur, on ne se cogne pas la tête contre celui-ci. Un sommet, 2 dirigeants absents de la salle, un seul en réalité qu'Ankara scrute vraiment. Depuis hier et jusqu'à ce soir, l'OTAN tient son 36e sommet en Turquie. Priorité affichée, renforcer le soutien à l'Ukraine 4 ans et demi après le début de la guerre. Priorité réelle, plus discrète, vérifier si Vladimir Poutine, économiquement à bout de souffle, cherche encore une sortie ou s'apprête à tester l'alliance. Poutine martèle un chiffre depuis plusieurs semaines, 300 km² conquis depuis janvier. Il le répète à Trump comme une preuve, sauf qu'il est
4 fois supérieur à ce que constatent les observateurs indépendants selon France Info. La vraie raison de ce récit n'est pas la confiance, c'est la nécessité. Poutine ne peut pas avouer l'enlisement à sa population, il lui faut une victoire à vendre, même une victoire fabriquée. Ses propres chiffres le trahissent. L'économie russe s'est contractée au premier trimestre, une première en 3 ans selon la Banque centrale russe. Le déficit budgétaire a déjà dépassé de 60% la prévision annuelle en 5 mois selon Bloomberg. Sur le carburant, le Kremlin n'a même plus la force de le nier. 56 régions sous restriction d'achat, 20 litres maximum par plein dans certaines stations de Moscou. 2 chiffres, une seule vérité, 300 km² revendiqués, 56 régions rationnées. Le premier est un récit, le second est un fait. Le terrain, lui, ne ment pas. Hendrik Kreml, analyste à l'Institut allemand d'études de défense et de stratégie de Hambourg, le groupe de réflexion de la Bundeswehr, tranche sans détour, la Russie perd aujourd'hui plus de soldats qu'elle n'en recrute. Affaiblie dedans, affaibli dehors. Un Poutine acculé sur 3 piliers, l'armée, l'économie, la diplomatie, n'a rien à gagner à ouvrir un second front contre l'OTAN. Mais un dirigeant qui a bâti sa survie politique sur un mensonge peut, un jour, choisir de le rendre vrai. Et ce, au prix fort, y compris celui d'une guerre qui n'a plus les moyens de mener. 300 km² de récits, 56 régions de réalité. Le premier chiffre peut encore mentir à Moscou, le second, lui, ne ment déjà plus à personne. Un allié qui vous teste n'est plus tout à fait un allié. Un allié qui frappe un pays tiers en pleine réunion sans prévenir personne n'en est plus tout à fait un non plus. Vous l'avez vu dans notre premier sujet, hier soir, à peine sorti du dîner offert par Erdogan, le président turc, Trump lance des frappes contre l'Iran et révoque dans la foulée la licence qui autorisait Téhéran à vendre son pétrole sur le marché mondial. Aucune annonce aux 32 dirigeants réunis à Ankara, aucun commentaire ce soir-là de la Maison-Blanche. Le dernier président américain à avoir ordonné une frappe depuis l'étranger, c'était Barack Obama, en 2011 depuis le Brésil. La vraie raison de ce silence n'est pas la discrétion, c'est le message. Trump vient de rappeler d'un geste qui décide du calendrier de cette guerre. Ce n'est pas l'alliance qu'il est venu retrouver. Et ce jour-là même, quelques heures plus tôt, il avait déjà tout assumé. Cash, lors d'une rencontre avec Erdogan, avant même les frappes du soir, Trump confirmait avoir testé, je le cite, ses alliés pendant l'opération Epic Fury. L'Italie, a-t-il dit, a refusé, l'Allemagne a refusé, la France a refusé. Il ajoute la Grande-Bretagne à la liste. 4 pays fondateurs nommément blâmés en plein jour avant même que la nuit ne livre la vraie démonstration de force. Leur tort, avoir fermé bases et espaces aériens pendant l'offensive. Il avait déjà qualifié l'OTAN de tigre de papier quelques jours plus tôt. L'Alliance répond en devises plutôt qu'en mots. Mark Rutte brandit le Trump milliard, 1200 milliards de dollars ajoutés aux dépenses de défense européennes et canadiennes depuis 2017 et déroule mardi, hier, de nouveaux contrats. Au moins 50 milliards, drones Northrop, Grumman, avions Saab. L'action du groupe suédois a d'ailleurs bondi de plus de 5%. 50 milliards, c'est le prix que l'Europe accepte de payer pour rester dans les bonnes grâces d'un président qui, le matin même, disait ne pas en avoir besoin. La loyauté chez Donald Trump se paie en retour au cas par cas. À la Turquie, il lève les sanctions de 2020 sur l'achat de missiles russes et se dit prêt à vendre les F-35. 4 alliés blâmés d'un côté, des sanctions levées et des avions de chasse promis de l'autre. Même logique sur le Groenland. Trump répète que le territoire devrait être contrôlé par les États-Unis. Réplique sèche de la première ministre danoise Mette Frederiksen. Le Groenland, dit-elle, n'est pas à vendre. Pendant que les dirigeants négocient des contrats, la guerre, elle, ne négocie rien. Lundi, 23 missiles balistiques russes ont frappé Kiev, 15 morts, 0 interception, faute de stock patriote. La cause tient en un chiffre, jusqu'à 1430 intercepteurs consommés pendant la guerre contre l'Iran. Lockheed Martin n'en produit que 600 par an. Une pénurie née au Moyen-Orient qui tue déjà en Ukraine. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, est présent à Ankara, plaide lui malgré tout pour l'adhésion. Son armée élimine 30 000 soldats russes par mois, frappe des raffineries jusqu'à 2700 km à l'intérieur du territoire russe. La réponse américaine, elle ne change pas. Un pays en guerre contre une puissance nucléaire n'entre pas dans l'alliance. 4 alliés blâmés en plein jour, une guerre relancée le soir même sans les prévenir, 50 milliards dépensés pour recoller les morceaux, 15 morts à Kiev, faute de missiles qu'on a tirés ailleurs. Trump ne gère plus l'OTAN comme un pacte de défense collective, il la gère comme une facture qu'il présente et qu'il règle le même jour à sa manière, d'abord en mots,
cuisant missile. Cette facture ne se limite pas à un dîner et une nuit de frappe. Elle traverse aussi les dossiers les plus techniques du sommet, à commencer par celui que personne à Ankara n'est parvenu à boucler avant l'ouverture des débats. On ne bâtit pas une infrastructure pour 20 ans en pariant sur un allié qu'on pense éternel. Sauf que cette fois, même entre alliés, personne n'est d'accord sur la facture. Selon Bloomberg et Politico, l'OTAN aborde son sommet d'Ankara sans avoir tranché l'un de ses dossiers les plus coûteux, l'extension vers l'Europe de l'Est d'un réseau d'oléoducs militaires hérité de la guerre froide, aujourd'hui limité à l'Allemagne. La Pologne réclame que l'Alliance en finance le prolongement, coût estimé selon Politico 26 milliards d'euros, ce qui en ferait et de loin le projet commun le plus coûteux de l'histoire de l'OTAN. La vraie ligne de fracture n'est pas budgétaire, elle est stratégique. Pour les pays du flanc oriental, c'est-à-dire la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, ces pipelines sont une nécessité militaire immédiate. La Turquie propose même séparément un tracé terrestre vers la Roumanie via la Bulgarie, moins vulnérable qu'un transport maritime. Mais la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Turquie elle-même hésitent à valider un engagement aussi lourd selon Bloomberg, s'interrogeant sur son calendrier et son utilité à long terme. Le dossier ukrainien complique encore la donne. Toujours, selon Bloomberg, le projet de déclaration finale prévoirait 70 milliards d'euros d'aide à Kiev pour 2026 et 2027, une somme qui ne serait pas un nouvel engagement, mais un regroupement de promesses déjà annoncées. De quoi habiller en chiffres spectaculaires ce qui n'est pour l'instant qu'une reconduction. 26 milliards d'euros en discussion pour des pipelines, zéro accord signé à la veille de l'ouverture du sommet. L'Alliance, qui doit démontrer son unité à Ankara, arrive divisée sur l'unique projet censé la protéger sur le terrain si la Russie frappait demain à l'Est. Ce réflexe, c'est-à-dire bâtir sa propre résilience plutôt que de dépendre d'un allié incertain, n'est pas propre à l'Europe de l'Est. Au Moyen-Orient, une autre région vient d'en tirer la même leçon à sa manière et à coups de milliards. Un détroit fermé ne se réouvre pas seulement par la diplomatie, il se contourne à coups de milliards par le désert. 12 millions, c'est le nombre de barils par jour rayés du marché mondial depuis la fermeture du détroit d'Ormuz en février dernier, soit l'équivalent de la production quotidienne combinée de la Russie et du Canada effacée d'un coup. Ce chiffre, à lui seul, explique pourquoi l'Arabie saoudite a cessé d'attendre une solution diplomatique. Selon cinq sources proches du dossier, Riyad étudie l'extension de son oléoduc Est-Ouest qui relie ses champs pétroliers au port de Yanbu sur la mer Rouge. L'infrastructure, construite au début des années 1980, transporte déjà 7 millions de barils par jour. Le Royaume négocie désormais avec ses voisins une capacité supplémentaire de 2 millions de barils par jour. La vraie raison de cette manœuvre, ce n'est pas la croissance, mais la survie logistique. Un pays qui bâtissait sa puissance sur un détroit se prépare à vivre sans lui. Le détail par pays dit d'ailleurs la brutalité du choc. L'Irak, 4,3 millions de barils quotidiens en début d'année, moins de 1,5 million en mai. Une chute de 65% en quelques mois. Le Koweït a invoqué la force majeure. Bahreïn a vu sa raffinerie de Sitra frappée à plusieurs reprises par des missiles iraniens, mais tout le monde n'a pas de porte de sortie. Le Koweït, Bahreïn et le Qatar ne disposent d'aucune voie de contournement propre. Ils dépendent entièrement d'Ormuz et donc entièrement de la trêve. Les Émirats, eux, ont pris de l'avance. La moitié de leur nouvel oléoduc vers Fujairah est déjà construite, mise en service prévue l'an prochain. Zaïd Belbaghi, du cabinet de conseil londonien Hardcastle Advisory, résume l'enjeu en une phrase. Ce chantier de pipeline traduit la prise de conscience régionale du danger d'une dépendance unique à un seul point de passage. Une source du secteur va même plus loin et regarde déjà après la guerre. La prochaine rivalité entre Riyad et Abu Dhabi ne se jouera plus sur les barils extraits, elle se jouera sur les prix les plus bas. Ce que cela signifie stratégiquement dépasse donc la seule logistique pétrolière. Chaque kilomètre de pipeline neuf est aussi un kilomètre de dépendance en moins à l'endroit précis où l'Iran pèse le plus. Le détroit d'Ormuz, longtemps l'arme silencieuse de Téhéran contre le monde entier, perd sa valeur stratégique à mesure que ses otages construisent leur sortie. 12 millions de barils rayés du marché, 7 millions de capacités existantes, 2 millions de plus en discussion. Le détroit d'Ormuz peut rester fermé aussi longtemps qu'il veut. Le golfe Persique, lui, a déjà cessé de l'attendre. Cette bataille pour la résilience se joue au Moyen-Orient. Une autre, plus discrète mais tout aussi décisive pour l'avenir d'un pays, s'est jouée hier dans un tribunal parisien. Une candidate condamnée peut se présenter. Une candidate condamnée ne peut pas se permettre de perdre deux fois. Hier,
Mardi 6 juillet 2026, la Cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Mais elle allège la peine. 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. 45 mois d'inéligibilité, dont 15 fermes. Le parti, lui, écope de 2 millions d'euros d'amende et d'1 million confisqués. Le détail qui change tout, eh bien, ce sont ces 15 mois fermes, puisqu'elle les a déjà purgés. Depuis le 31 mars 2025, exécutoire immédiatement. Éligible donc depuis début juillet, avant même le verdict d'hier. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle, a-t-elle annoncé hier sur TF1, en binôme avec Jordan Bardella. La vraie bataille ne portait donc pas sur l'éligibilité, elle portait sur un mot: cassation, la Cour de cassation, puisqu'en se pourvoyant, Marine Le Pen suspend tout, bracelet électronique compris. Son avocat, Rodolphe Bosselu, tranche, lui, net, sans exécution provisoire, rien n'oblige la Cour de casse à statuer avant les délais habituels. Ces délais habituels ne sont pas neutres. Les plus hauts magistrats l'avaient d'ailleurs déjà signalé. Un pourvoi pourrait être tranché début 2027, en pleine campagne, à quelques semaines du premier tour fixé au 18 avril. Marine Le Pen martèle pourtant depuis des mois, je la cite, « Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter », dit-elle. Le vrai filet de sécurité du Rassemblement national, ce n'est pas la procédure, c'est Jordan Bardella lui-même. Sauf qu'il n'est pas hors jeu non plus. Il fait lui-même l'objet d'investigations pour la même infraction. Un plan B qui n'est encore pour l'instant qu'un plan B en sursis. 45 mois d'inéligibilité, 15 déjà purgés, un pourvoi qui gèle tout le reste. Le Rassemblement national n'a pas gagné en appel, il a gagné du temps. Et le temps, pour un parti qui joue sa survie sur un seul nom, ne se rembourse jamais à l'avance. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui, et au-delà de la géopolitique qui reprend le pas dans l'esprit des investisseurs, eh bien, les investisseurs se porteront sur les enquêtes britanniques sur le logement pour juin, sur les procès-verbaux de la Réserve fédérale pendant ces heures d'ouverture aux États-Unis, et eh bien, écoutez, ce sera tout pour l'essentiel. On surveillera principalement la géopolitique, puisque je vous le rappelle, Iran et États-Unis se sont envoyés mutuellement des missiles, 80 cibles visées pour l'un, 85 visées pour l'autre. Nous sommes en droit de supposer que la trêve est désormais de l'histoire enseigne. Attardons-nous maintenant un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et les bourses européennes ont reculé hier, mardi 6 juillet 2026, pénalisées par un regain de prudence sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle et par les inquiétudes persistantes sur les taux d'intérêt. Les résultats de Samsung Electronics ont ravivé les interrogations sur la pérennité du boom de l'IA, tandis que les tensions dans le détroit d'Ormuz ont soutenu les prix du pétrole. En parallèle, la révision à la baisse des prévisions de croissance française et les inquiétudes sur les finances publiques ont également pesé sur le sentiment de marché. Le CAC 40 a perdu 0,51% et le DAX 1,37%. Notez que le FTSE a lui fait chemin inverse puisqu'il a pris 0,13%. Wall Street, de son côté, a terminé en baisse, la correction des valeurs techno se poursuivant sur fond de prise de bénéfices dans le secteur des semi-conducteurs. Le Dow Jones a cédé 0,25%, le S&P 500 0,45%, le Nasdaq 1,16%. Et ce, malgré les solides perspectives de Samsung Electronics, les investisseurs s'interrogent sur les valorisations du secteur, tandis que le développement d'une puce d'IA pour la start-up chinoise DeepSeek alimente les doutes sur la domination de Nvidia. En parallèle, le rebond des prix du pétrole après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz a ravivé les craintes inflationnistes. Côté pétrole, eh bien, les cours ont rebondi hier après 3 attaques signalées, comme on l'a vu il y a un instant, en 24 heures contre des navires dans le détroit d'Ormuz, ravivant les craintes sur la sécurité des approvisionnements. Le Brent a gagné 3,01% à 74,16$ le baril, et le WTI a pris 2,76% à 70,44$ le baril. Notez que le WTI est repassé au-dessus de la barre des 70$. Les inquiétudes géopolitiques ont toutefois été tempérées par des fondamentaux toujours baissiers, hausse de la production de l'OPEP+, reprise progressive du trafic maritime, demande chinoise atone et arrivée sur le marché de cargaison resté bloqué pendant plusieurs mois dans le Golfe Persique. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 7 juillet 2026 et juste après, comme convenu, comme annoncé, ce sera la première de Denis Desclos, président de la FAD, qui va, dans son chronocac, nous expliquer dans quelle mesure cet environnement qui se tend, ces fondamentaux qui se tendent, pourrait être de nature à revoir une stratégie sur le CAC 40. À tout de suite sur Téléfinance.